Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Comment ça se fait? Et ça, je me suis vraiment toujours posé la question. Vu que c'est les tactiques qu'utilisait Hannibal, comment ça se fait que lui n'a pas vu ça? Quand ils vont se confronter, comment ça se fait qu'il perd? Alors c'est songeons à la période napoléonienne, si vous me permettez une comparaison encore. Ouais, effectivement. Je comprends ce que vous voulez dire. Oui, et en fait, c'était à force d'affronter un adversaire, si on prend la bataille de Cerdis, je ne suis pas du tout spécialiste de cette période, mais si je m'y intéresse beaucoup. Et en fait, les premières batailles surprennent parce qu'elles sont innovantes. Mais au bout d'un moment, on sait innover et on finit par apprendre, et l'adversaire finit à apprendre. C'est pour ça qu'on n'a pas d'intérêt, comme le pensait Talleyrand, à maintenir un état de guerre en permanence. Oui. Donc il faut se contenter de peu d'affrontements, ce qu'avait fait Scipion. Il participe peu à des opérations par la suite. D'accord. Quand est-ce qu'ils vont se confronter réellement l'un face à l'autre? C'est en Afrique? Alors, il a failli y avoir un épisode d'affrontement qui est assez secondaire, mais c'était dans le sud de l'Italie, autour de Locre. Hannibal s'y trouve, il s'apprête à reprendre une ville qu'il vient de perdre, et Scipion est proche, ils peuvent se rencontrer à ce moment-là. Et Hannibal, sachant que Scipion se trouve là, préfère se replier, ce qui est sage, plutôt que de l'affronter de manière inopinée sur un terrain qu'il n'a pas choisi. L'affrontement final, c'est à Zama en 202. Et Zama est une grande bataille. Les Carthaginois ont un léger avantage numérique sur les Romains. La seule différence, c'est que les Romains sont plus expérimentés. Hannibal, avec lui, 10 000 vétérans qui forment sa dernière ligne. Ils s'organisent sur 3 lignes. Enfin, je passe ces détails. Mais ils ont 80 éléphants cette fois. Une cavalerie relativement importante. Mais cette fois-ci, du côté des Romains, on a aussi des cavaliers numides. C'est-à-dire que le prince Massinissa, qui est un prince numide, donc la Numidie, c'est en Afrique du Nord, le territoire de l'actuelle Algérie. Et cette bataille va être une reproduction avec une légère innovation de la bataille de Cannes. C'est-à-dire que là encore, il y a un affrontement, on attire les troupes adverses vers le centre pendant qu'il y a une manœuvre de contournement par les flancs. Ça, c'est quand même incroyable. Et la différence, c'est que sur 3 lignes, alors c'est dur d'expliquer ça comme ça, mais je peux tenter, c'est qu'en fait, il y a 3 lignes en fait. Et la première ligne en fait avance, tandis que la deuxième contourne par la droite et la troisième contourne par la gauche. Ce qui fait que ce ne sont pas des mouvements où les flancs se disloquent pour prendre en tenaille, mais c'est une opération plus délicate, c'est-à-dire qu'en fait l'adversaire ne voit rien, il n'observe que la première ligne et pas la deuxième et la troisième qui l'encerclent. Ça demande une extrême discipline, un entraînement des troupes important. Et en fait, Scipion est aussi un pédagogue, c'est-à-dire qu'il entraîne lui-même ses hommes. C'est ce que j'allais vous demander, justement. Ouais, effectivement, il y a ce côté entraînement. C'est une des premières fois que les armées s'entraînent à ce point-là. Oui, tout à fait. Il a compris qu'en fait, les Romains sont des agriculteurs. Quand ils sont sous les drapeaux, plutôt sous les aigles, c'est un peu presque contraint et forcé. Et en fait, cette armée de citoyens n'est pas une armée professionnelle. Ce ne sont pas des guerriers, des mercenaires. Encore la grande armée qu'on connaît, en fait. Tout à fait. Alors, ils ont un entraînement. C'est une société qui est quand même assez guerrière. Les Romains font la guerre 2 fois par an. C'est leur hobby annuel depuis la fondation de la République, et même sans doute avant. Mais en tout cas, c'est la première fois qu'ils ont un exercice qui ressemble un petit peu à l'entraînement des lanistes et des gladiateurs. Enfin, les gladiateurs sont entraînés au combat, au glaive. Alors, en Espagne, c'est là que tout commence. En Espagne, juste après la prise de Carthagène, Scipion les exerce. Alors, footing, premier jour. Ensuite, entraînement au glaive. Ensuite, lutte. Ensuite, marche. On marche avec des poids, etc. On apprend aussi tous les métiers qui sont utiles dans la caserne, en fait. Savoir forger. D'ailleurs, en Espagne, Scipion met aussi en place un nouveau glaive, en fait. Le gladius hispaniensis, le glaive espagnol, qui est d'une facture exceptionnelle. Parce que la première fois que les Romains voient ce glaive qui est quasiment à la fois souple et extrêmement, extrêmement dur, leurs armes se brisent. Donc, il faut équiper l'armée romaine avec le meilleur. Donc, là encore, on a quelque chose de très intéressant, c'est-à-dire s'ouvrir à ce qui se fait ailleurs, s'inspirer de ce qui se fait de mieux ailleurs pour faire mieux que les autres. Exact. D'ailleurs, ils achèteront des armes gauloises aussi, fabriquées par les Gaulois plus tard, effectivement. Il faut savoir quand même qu'en termes d'entraînement, il faut attendre le 18e, voire même le 19e siècle pour qu'en France, par exemple, les armées s'entraînent. C'est Napoléon. Mais sinon, entre les deux, rien du tout. C'est absolument incroyable. Oui, c'est vrai, en fait, c'est drôle parce que Napoléon avait, quand il était jeune, un ouvrage. C'était les vies des hommes illustres de l'abbé de Lemont. Et puis et les batailles de Scipion étaient enseignées. Alors, il y a quelque temps, il y avait une exposition sur les inspirations de Napoléon. Alors, on voyait Alexandre le Grand, Hannibal, mais pas Scipion.
Parce qu'en fait, le choix d'Hannibal, se fait un peu pour des raisons historiographiques, on en reparlera sans doute, mais c'est vrai que cet entraînement manque, et c'est essentiel. C'est essentiel, ouais. Et après, ce sera vraiment le cas à partir de 1870, où on va vraiment s'entraîner, mais là, on sort du sujet. Le rôle de... Alors, on explique donc Scipion, finalement, l'emporte sur Hannibal. Ils détruisent Carthage, littéralement. Là, c'est on va dire que c'est la punition absolue. C'est destruction, c'est pillage. Alors, ouais, c'est une paix qui est sévère. Alors, la puissance économique est détruite, effectivement. C'est-à-dire que tous les navires de guerre doivent être livrés. On est en 200. Alors, le traité date de 201. Il ne reste plus que 12 navires. Alors, imaginez la puissance anglaise réduite au XVIIe siècle à 12 navires. Bon, c'est montré que ça aurait été une singulière défaite. On aurait pu y aller, pour le coup. Enfin, Napoléon en aurait rêvé, pour le coup. Mais en tout cas, c'est une défaite. Mais néanmoins, ce n'est pas une destruction totale. Il y a une destruction de la puissance économique et politique de Carthage. Alors, Carthage est réduite à peau de chagrin, mais là encore on a une leçon géopolitique, c'est-à-dire qui ne sera pas suivie lors de la destruction finale de Carthage en 146, qui était une erreur d'ailleurs, c'est que en fait Scipion ne veut pas laisser un vide en Afrique du Nord, donc en fait il faut maintenir des États, même réduits, de manière à ce qu'on ait tout de même une visibilité sur ce qui s'y passe. Une continuité quand même. Oui. Alors en plus détruire Carthage, ça aurait demandé de faire un très long siège à ce moment-là, ça a pris 3 ans pour détruire Carthage en 146. Donc là, Scipion n'avait pas envie d'attendre tout ce temps-là, et puis c'était beaucoup de morts pour pas grand-chose. Donc il valait mieux offrir une paix honorable, mettre fin au conflit, détruire la puissance économique, détruire la puissance politique aussi, parce que Carthage ne rayonnera plus jamais en Afrique du Nord. C'est terminé ce temps-là, il ne sortira plus de son territoire tunisien. Et voilà, c'est une paix modérée, c'est aussi une leçon de géopolitique. C'est-à-dire que si on détruit un État, on laisse du vide. Alors, on peut trouver des exemples à l'époque contemporaine. Si on détruit un État, c'est important. Mais en fait, on ne sait pas ce qui vient s'installer par la suite. On a laissé l'Allemagne en 1918. Oui, tout à fait, c'est ça. Et en revanche, pensons à la Libye et la situation actuelle. Absolument. Oui, c'est vrai, effectivement. Comme quoi, c'est quand même important de connaître son histoire. On est d'accord. Le rôle de Scipion, à ce moment-là, dans la politique romaine, est-ce qu'il a participé à la vie politique après ces batailles, etc. Ou est-ce qu'il disparaît du jour au lendemain ? Alors, il est assez peu présent, et c'est quelque chose d'assez curieux. Après 201, il joue un rôle assez secondaire. Il est très peu mentionné dans les sources. Quand on lit Tite-Live de manière continue, on le voit assez peu présent. Ce sont d'autres figures qui émergent. Alors, très certainement, vous savez, parfois quelqu'un qui s'illustre par rapport aux autres et qui peut susciter des jalousies se rend compte qu'il peut être facilement être représenté un enjeu. Pour la République, en plus, on est à Rome. Aucune tête ne doit s'élever trop au-dessus des autres. D'accord. Sinon, on peut être précipité. Et puis, en fait, Scipion se place en retrait. Et il se consacre à 2 choses. La première chose, c'est de lotir ses vétérans, donc toutes les troupes qui ont combattu pour lui. Il en fait ses clients, c'est-à-dire que véritablement il va les protéger économiquement, politiquement, et en échange il va les lotir, c'est-à-dire leur distribuer des terres. Ils ont combattu, ils ont droit à des lopins de terre à exploiter un peu partout en Italie, et ils fondent en fait comme ça des colonies de vétérans. D'accord, c'est ce qui se fera ensuite à l'époque de César et de Marius. Ces colons vont aussi s'installer en Espagne. La première colonie, Italica, est fondée par des vétérans de Scipion, sans doute des vétérans qui s'étaient mutinés d'ailleurs. Donc il aurait pu les punir plus sévèrement, il a préféré les tirer, mais hors de l'Italie. Ouais. Et il faut savoir que Scipion avait fait quelque chose, c'est une dimension sociale qui est assez intéressante, c'est que juste après la bataille de Cannes, vous savez, il y avait un grand nombre de troupes qui n'avaient pas combattu. C'était des légions qui avaient été maudites, on les avait humiliées en disant qu'ils n'avaient aucun honneur, et puis on leur donnerait de la nourriture de chevaux, ils ne pouvaient même pas s'installer à l'intérieur d'une ville. Ces troupes ont eu une seconde chance puisque Scipion leur a proposé de combattre en Afrique. Donc ils ont accompagné Scipion, et pour les récompenser, ensuite il les lotit, ainsi que tous les vétérans qui ont participé à ces opérations-là.
Première chose. La deuxième chose, c'est qu'il se consacre en fait à une politique en tant que censeur. Donc, il va exercer la charge de censeur. Ce sont ceux qui dressent l'album sénatorial, vérifier les bonnes mœurs, etc. de ses concitoyens. Et si un sénateur ne se comporte pas bien, il est rayé du Sénat. Donc, on devait être digne à Rome. Un rôle important. C'est ça. Et alors, il ne va pas l'exercer avec une grande sévérité, puisqu'il va être plutôt très indulgent, ne cherchant pas forcément à se faire des ennemis. C'est-à-dire qu'il se passe véritablement en retrait. Il a compris une chose, c'est que il n'avait pas forcément intérêt à être trop présent. On risquait trop dans ce contexte. Donc il n'a pas d'avenir politique en fait. Il n'a pas d'avenir politique, il n'en cherche pas vraiment. Il tisse son réseau tout de même, il est présent, mais sans l'être tout à fait. D'accord. Il attend une campagne, on ne sait pas les sources, qu'il attend une campagne, c'est la campagne contre Antiochos qui se profile, et en même temps il agit sur la diplomatie mais d'une manière très discrète, c'est-à-dire que lorsqu'il y a le traité qui mettra fin à la guerre entre Rome et la Macédoine, c'est une guerre qui commence en 200 et qui se termine en 197 par la victoire romaine, il fera en sorte d'inspirer aussi Flaminius qui remporte cette victoire, c'est-à-dire en proposant une paix sage, qui ne détruit pas la Macédoine. Il n'est plus sur le terrain. Il n'est plus sur le terrain. Il n'est pas en politique. Comment il finit sa vie ? Alors, c'est une drôle d'affaire. C'est sans doute peut-être pour ça que les Romains en parlent. Enfin, qu'ils en parlaient quand même pas mal. C'est peut-être après. Alors, Scipion, lors de la dernière campagne, on est en 189, la dernière campagne est contre Antiochos. Antiochos est un roi séleucide, c'est sans doute le plus puissant roi du monde hellénistique à cette époque-là. Il possède un territoire immense qui presque... pas tout à fait de la taille de l'empire d'Alexandre le Grand, mais tout de même. Et Antiochos souhaite installer son hégémonie en Grèce. Les Romains s'y opposent. Et Scipion voit cette tension monter. C'est comme une espèce de guerre froide. C'est ce que disait Ernst Badian, un historien de Rome, qui écrivait du temps de la guerre froide. Vous voyez, donc il projetait, complètement sur ce temps-là. Et puis, cette espèce de guerre froide finit par une guerre chaude et l'affrontement se déroule enfin. Sauf que Scipion est assez malade à la fin de sa vie. On ne sait pas exactement ce qu'il a. Alors, j'ai cherché, j'ai demandé à des amis médecins on n'arrive pas à savoir pour quelle raison, mais il est assez peu présent. Il accompagne son frère, cette fois-ci l'Asiatique, dont vous parliez tout à l'heure, qui officiellement dirige les armées.